France. Bon, les boomers, je disais tout à l'heure, dans une société qui va mal, c'était René Girard. Alors c'est très connu, l'histoire du bouc émissaire. Parce que présenter les boomers... Moi, je ne suis pas un boomer, au sens... je le suis, paraît-il, statistiquement. Vous êtes né en quelle année ? Non, mais statistiquement... les boomers, statistiquement, c'est 45, 65. Mais en fait, les vrais boomers, c'est ceux qui sont nés, effectivement, à la marge, à la fin des années 30, 40, 50. Mais de présenter ça comme si tout allait bien, qu'ils ont vécu... Mais pas du tout, en fait. C'était un monde de privation. Et pour acheter, parfois, ils se sont... Tout le monde... C'était pas open bar. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, écoutons Monsieur Bayrou, mais là aussi... Quand tu cibles les boomers, c'est beaucoup plus facile de cibler les boomers. Mais d'attaquer l'immigration, d'attaquer les prestations sociales, d'attaquer la fraude sociale, c'est très facile. Ils ne vont pas descendre dans la rue, j'ai dit hier, ils ne vont pas casser les vitrines, les boomers. Mais c'est monter des gens les uns contre les autres. Bon, alors, il a un peu rétro-pédalé. Il était au micro de Dounia Tengour de CNews hier au MEDEF. Boomer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ceux qui sont les enfants du baby-boom. J'en suis. Ceux qui sont nés après la guerre, entre 45 et 65, ces 20 années ou 25 années-là, c'est une génération qui a été très nombreuse. C'est la renaissance démographique de la France après la guerre. Alors c'est une expression que votre génération a inventée et que j'ai donc simplement reprise. Qu'est-ce que je dis ? Je dis que ceux-là qui ont profité de l'aisance de l'après-guerre, qui ont travaillé beaucoup, mais qui ont profité de cet élan-là, ils devraient être aujourd'hui à mes côtés les premiers pour qu'on baisse la dette et pour que ça ne soit pas les plus jeunes qui soient obligés de la payer. L'aisance de l'après-guerre entre 45 et 55, c'est vraiment n'importe quoi. Bien sûr que c'est n'importe quoi. C'est une époque où la France se reconstruit, où les gens, alors il le dit, travaillent beaucoup, mais on n'est pas aux 35 heures. Les gens travaillent 40, 50 heures par semaine. Le niveau de retraite aujourd'hui, moyen, il est équivalent au niveau du salaire moyen. Ça, il ne le dit pas, Bayrou. Une retraite moyenne, le niveau moyen, c'est 2000 et quelques euros. Ça correspond au salaire moyen. Donc, il n'y a pas réellement de prérogative. Deuxièmement, le vrai débat, Pascal, à mon sens, c'est pas celui-là. C'est, vous l'avez dit, celui de la dépense publique en général. Ça, ce serait du courage politique. Tomber pour tomber, Bayrou aurait dû s'attaquer au vrai problème. Puis le vrai débat, c'est la capitalisation, je vous le dis. Le système par répartition, évidemment qu'il est fragilisé. Mais pas par les boomers. Il est fragilisé parce qu'il y a de moins en moins d'actifs. C'est ça. On n'a plus de politique de la natalité en France. Donc deux choses l'une. Ou bien on aide les familles à croire en l'avenir du pays et à faire des enfants, ou on entame une fois pour toutes le débat sur la capitalisation. Les seuls qui ont une capitalisation en France et qui peuvent compléter leur répartition, ce sont les fonctionnaires. Ça s'appelle la retraite additionnelle des fonctionnaires. Voilà. Eux, ils ont un fonds de pension qui leur permet de compléter leur retraite. Le vrai courage politique, mais on en viendra là, c'est d'aborder cette question. Maintenant, ok, les retraites, ça pèse dans le PIB français, mais les retraités, ils consomment aussi. Et puis, pardonnez-moi, j'en ai marre de ce débat qui montre du doigt, qui catégorise. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, quel que soit votre niveau de retraite, vous aurez une retraite un jour, chers amis. Quel que soit votre niveau de retraite. Pas sûr. On verra. Attendez, mais si, vous l'aurez. Mais il y aura de la capitalisation dedans. Mais quel que soit votre niveau de retraite, toute votre vie professionnelle, vous avez cotisé. Il y a une chose quand même, il y a un argument. Il y a un argument que je peux opposer à ça. C'est cette affaire d'indexation. C'est-à-dire, les retraites sont indexées sur l'inflation, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Ça pose un souci. Oui. Parce que le pouvoir d'achat des Français baisse. Pourquoi les salaires ne sont-ils plus indexés sur l'inflation ? Je crois que c'est depuis Pierre Mauroy. Rocard, je crois. Rocard, je crois. Est-ce que vous seriez favorable, vous, par exemple, je sais que votre domaine, c'est l'économie, est-ce que ça serait une bonne chose pour l'économie française ? Parce que les salaires sont trop bas. Les salaires sont trop bas et l'accès au logement est trop rude. Donc, j'entends cet argument et je vous l'oppose. Alors, le problème, Pascal, c'est que si vous mettez cet argument sur la table et que vous prenez la décision de désindexer le niveau des retraites de l'inflation... Je veux l'indexer, au contraire, je veux que les salaires soient indexés sur l'inflation. Mais si vous indexez les salaires sur l'inflation, pourquoi ça a été désindexé ? Parce que vous nourrissez une spirale inflationniste. C'est-à-dire qu'en réalité, une partie de l'augmentation des salaires se retrouve dans les coûts de production et donc dans les produits que vous achetez dans le supermarché. Ce que je veux dire, vous savez, intellectuellement... Changer les règles pour un État. Si vous commencez par les retraités, alors ensuite l'État peut changer
toutes les règles en permanence sur ce qu'il veut. D'ailleurs, il le fait, par exemple, sur le taux du livret A. Donc moi, je dis... donc vous n'êtes pas favorable. Écoutons Jordan Bardella. Plus le pays. Oui. Communautarise oui, plus alors, le pays. c'est surtout que c'est très facile. Attendez, vous parliez de cible dans le dos de Dupond-Moretti sur une personne ou sur les médias. Mais attendez, c'est ridicule de considérer que tous les boomers pensent pareil, ont le même niveau de revenu. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est les chiffres que je vais donner, 2,5 millions de retraités sont en dessous du minimum de pauvreté. Je lis un texto supprimé en 83 par le gouvernement socialiste dirigé par Pierre Mauroy au nom de la lutte contre l'inflation. La désindexation des salaires sur les prix est malheureusement entérinée. Résultat, depuis 40 ans, le pouvoir d'achat des salaires a été peu à peu grignoté. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais est-ce que c'est de la faute des boomers, des retraités ? Non, mais c'est de la faute de l'indexation. Est-ce qu'il doit avoir, par exemple, celui qui se présenterait en 2025, est-ce que c'est une réforme qu'il doit imaginer ? Je pense. Et je pense aussi que, sur le fond, c'est peut-être un argument qui est repris par l'ensemble du spectre politique, mais ce que ne comprennent pas les Français, c'est qu'ils ne vivent pas suffisamment bien de leur travail. Ça, il y a trop de cotisations. Et que ce que vous disiez tout à l'heure sur l'accès à la propriété, bien sûr que cette génération de boomers se sont privés, mais bien sûr, lourd, mais ils y arrivaient. Aujourd'hui, rien que pour louer. Oui, mais attention, là, on va être tout à fait honnête aussi, et ça, je sais que c'est très compliqué, mais les jeunes gens travaillent pas de la même manière que leurs grands-parents. Les jeunes gens n'ont pas le même rapport à la société de consommation, parce qu'il y avait moins de tentations dans les années 60. Mais les jeunes gens ont été élevés par qui ? Oui, c'est pas une génération spontanée. Non, Le changement d'état d'esprit vis-à-vis du travail, de la famille, de la société, de l'attachement au pays, c'est le résultat de choix d'une génération. Mais il y a une demande de loisirs et une demande de consommation plus forte. Moi, j'ai dans l'oreille ce que disent des gens de 75 ou 80 ans. Faut pas qu'on se raconte de salade. Ils se privaient. Oui, bien sûr. Ils n'allaient pas tous les jours au restaurant, au cinéma, dans une société de loisirs. Ce n'est pas vrai. Ils économisaient parce qu'il y avait une obsession qui était la propriété. Puis Pascal, mais elle était plus accessible. Est-ce que je peux faire mon boomer ? Oui. Bon, on a des jeunes autour de ce plateau. Quand je discute avec des chefs d'entreprise ou des DRH dans les boîtes, quelles sont les premières demandes d'une partie des jeunes lorsqu'ils veulent se faire embaucher? Est-ce que je pourrais faire du télétravail ? En fait, gagner ma vie, ça m'intéresse, mais donner un sens à mon travail. Vous savez, monsieur, je ne serai plus là dans 2 ou 3 ans parce que je ferai autre chose. Bon, ben pardonnez-moi, c'est aussi une autre... Mais oui. Non, mais je suis d'accord avec vous, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas généraliser, mais c'est vrai que... J'entends. Mais c'est vrai. J'entends. Demandez à des DRH, ils vous diront les entretiens d'embauche que c'est aujourd'hui. Nous, on voulait faire carrière dans un groupe. Alors c'est vrai qu'on a vu aussi des générations de boomers qui, après 50 ans, étaient remerciés de la boîte. C'est pas le meilleur exemple qu'on ait donné aux jeunes générations. Est-ce que vous imaginez un homme de 75 ans, 80 ans, en 1965, Bardella sur les boomers? Non, je pense que ceux qui ont une responsabilité dans la situation du pays aujourd'hui, ce sont ceux qui se partagent le pouvoir depuis 40 ans et qui se sont mis autour de la table il y a 1 an pour faire des accords électoraux contre nature au second tour des élections législatives, pour empêcher les Français de se choisir une majorité de l'alternance que je portais et pour sciemment organiser le blocage du pays et le blocage aussi de la vie économique du pays. Et probablement que dans quelques minutes, ils auront aussi des comptes à rendre. Et puis surprise, François Baroin est revenu. Vous l'avez croisé hier peut-être? Ah non, il était d'ailleurs. C'était à Autun. Pour Boilem-Sansal. Voilà, pour Boilem-Sansal, pour la soirée Boilem-Sansal. Il n'était pas au MEDEF. Donc François Baroin, qui était appelé à des hautes fonctions et qui a choisi. Parce qu'il a choisi. Il a arrêté la politique. C'est pas le même niveau. Il a arrêté la politique. Il est maire de Troyes. Il n'arrête jamais vraiment la politique. Visiblement, il n'est plus candidat à la fonction suprême, comme on relit. Écoutons ce qu'il disait François Bayrou sur François Bayrou et les boomers. Je trouve ça assez sévère parce que ce sont des gens qui ont grandi dans l'après-guerre, qui ont reconstruit le pays, qui ont apporté leur contribution. J'aime pas de toute façon ce discours qui considère à stigmatiser les uns pour essayer de flatter les autres. Il y a d'autres solutions que de montrer une génération qui a apporté sa contribution. Et pour moi, l'avancée au compteur de la vie et l'âge n'est pas une punition avec des discours politiques, mais une marque de respect, une dignité qu'il faut savoir tenir à la juste place, c'est-à-dire la contribution de la construction d'un pays fort. Bon. On peut avoir un débat économique. Moi, il y a quelque chose qui m'embête et on ne l'a pas encore dit, c'est un débat presque philosophique sur la relation qu'on a avec les plus âgés. C'est-à-dire que c'est un pays... Appelez-nous les aînés. Les aînés, non, mais moi, je fais partie de ceux qui ont été élevés dans le respect des aînés. Alors, je ne veux pas faire là le faillot avec les boomers, mais je pense vraiment qu'il faut
Le conflit générationnel, c'est la pire chose qui peut nous arriver. On est déjà un pays fracturé dans tous les sens. On ne va pas commencer à monter les générations les unes contre les autres, sachant que, je le répète, tous les boomers n'ont pas voté de la même manière, tous les jeunes n'ont pas le même rapport au travail, comme vous le dites, Éric. Donc, je pense qu'il faut aussi modérer. Et moi, ce qui m'embête plus, ce sont les choix politiques qui ont fait qu'aujourd'hui, les couples de jeunes dont je suis ont des difficultés. C'est ça, moi, que je préfère interroger que... Vous trouvez que vous avez des difficultés ? Mais bien sûr. Ah oui, l'accession à la propriété, on en parlait, c'est... Alors, vous êtes à Paris. Mais même ailleurs. Oui. Ailleurs, mais les salaires sont pas les mêmes en province. Ailleurs, c'est quand même plus facile d'accéder à la propriété. À Paris, c'est effectivement... ceux qui sont les plus à plaindre parmi les jeunes de ma génération. Mais quand le prix du mètre carré à Paris, je pense que le plus faible dans un arrondissement, c'est peut-être 9 ou 10 000 euros le prix. Et le plus haut, ça n'a parfois pas de prix. Mais, et en plus, si tu vas dans un quartier... Parce que la difficulté, c'est que vous avez quel âge ? 32 ans. Bon, vous n'avez pas d'enfant ? Non. Bon, je vais vous faire votre... vous vous dites, je vais forcément, si je me mets en couple, si je veux accéder à la propriété, je vais être dans un territoire sécurisé. Évidemment. Bon, ce territoire sécurisé, il coûte plus cher aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 40 ans, où tous les territoires étaient sécurisés. Mais il y a des endroits où vous n'avez pas envie d'aller, forcément. Ça aurait été pas mal d'y penser il y a 40 ans, par exemple. Oui. Je referme la parenthèse. Bon, donc là, effectivement, les solutions, elles sont très rudes pour un jeune homme de 32 ans. Vous êtes allé voir M. Nedjar ? Je vais faire un tour. Vous voulez voir après ? Parce que vous pouvez peut-être... Je vais donner quelques conseils. Vous pouvez peut-être lui demander quelque chose. Sur le rapport au travail, et ce que disait Charlotte tout à l'heure, c'est vrai, honnêtement, dans la génération qui arrive, il y a un détachement de l'intérêt du travail et même du sens du travail lui-même. Qu'on ne voit pas dans ceux qui travaillent à CNews, je tiens à le préciser. Parce que ces jeunes gens, ils sont recrutés aussi en fonction de ça. Parce que ceux que je vois, je peux vous dire qu'ils sont motivés. Mais au moment... Ils ont 25 ans, 23 ans, 24 ans, je peux tous les citer, mais je peux vous dire qu'ils en veulent. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, il y avait beaucoup de jeunes sur les ronds-points. Et des jeunes qui bossaient comme des chiens, qui n'arrivaient pas à vivre décemment de leur travail, qui voyaient un État grossir, notamment par le biais de la taxation et des multiples taxations dans leur vie, et eux ne pouvoir accéder à rien de la propriété, de ce qu'ils avaient reçu eux de leurs parents et qu'ils ne peuvent plus offrir à leurs enfants. Donc il y a une vraie détresse, notamment dans le lien aux résultats, aux fruits de leur propre travail. Et cet exemple-là, il donne franchement pas envie non plus de s'y engager. Donc moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que cette question des générations précédentes revient sur une question d'argent. Honnêtement, en effet, la réponse, et je l'entends parfaitement, les boomers, comme on dit, ont travaillé en plus, en effet, que nous, que nos générations. Ils ont cotisé, ils ont des retraites qui sont parfois minables en plus. C'est vraiment pas le sujet pour moi. Par contre, et c'est pour ça que je relevais votre question de l'insécurité, il y a des choix ou des non-choix de ces générations qui ont vécu dans une forme d'inconscience des conséquences des choix politiques qui étaient faits, qui là pourraient être discutés, à mon avis, de manière plus... Il est 9h49, nous sommes sur Europe 1 et sur CNews, bien sûr. L'heure des pros, c'est chaque matin, désormais, sur Europe 1 jusqu'à 10h. On sera tout à l'heure avec Thomas Hill dans une seconde. Mais je voulais qu'on parle de la soirée de soutien à Boualem Sansal qui a été organisée ce jeudi à Autun, en Saône-et-Loire, par le comité de soutien de l'écrivain à l'initiative de l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer. Voyez le sujet de François Tsiskevitch. Un homme âgé de 80 ans, malade, est emprisonné à raison de ses idées. Une soirée de soutien pour défendre la liberté d'expression et faire pression sur les autorités. Cela fait 9 mois qu'il n'y a plus de son ni d'image de Boualem Sansal. Depuis le 16 novembre 2024, l'écrivain franco-algérien est incarcéré en Algérie. Invité exceptionnel de l'événement, sa fille prend la parole. Mais j'ai aucune nouvelle de sa santé, de comment se porte, de ce moral, de rien. De la famille, mais aussi des amis, comme l'écrivain franco-algérien Kamel Benchek. Nous demandons que les personnalités politiques, que le gouvernement français nous aide à aller plus loin dans la demande au gouvernement algérien de libérer Boualem Sansal. Et parmi les politiques présents, l'ancien ministre et maire de Troyes, François Baroin. Je suis assez impressionné par le silence assourdissant et je trouve que l'initiative de ce comité justifie une beaucoup plus forte mobilisation de l'État français, des pouvoirs publics français, de la diplomatie française. Condamné à 5 ans de prison, Boualem Sansal souffre d'un cancer de la prostate.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune n'avait pas accordé le droit de grâce à l'écrivain lors de la fête nationale algérienne le 4 juillet dernier. Voilà, et on disait que globalement, c'est un soutien modéré. Alors, j'ai parlé de l'Académie française hier et peut-être que je peux rectifier parce que c'est Laurence Ferrari qui me faisait remarquer que Daniel Rondeau de l'Académie française lui a signalé que l'institution s'est mobilisée à plusieurs reprises pour Sansal. Il a lui-même fait un discours, Daniel Rondeau, au mois de juin pour dénoncer sa détention et lui a remis le prix des fondations de l'Institut de France. Il ne cesse de réclamer, comme ses collègues, sa libération, Daniel Rondeau. Oui. Certes, mais il y avait quelque chose de symbolique. Le nommer à l'Académie. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Et là, il y a eu un refus, parce que là aussi, il y a eu... et c'est dommage, parce qu'en fait, personne ne fait des actes très forts. Exactement. C'est bien de faire un discours. C'est mieux de dire, on l'accueille à l'Académie française. C'est tout ce que je voulais dire. On peut le faire ambassadeur de la francophonie aussi. Ça, c'était pour le gouvernement. Ça aurait pu lui donner un rôle et une protection juridique différente. Absolument. Et n'oublions pas qu'il y en a un deuxième, je dis à chaque fois, compatriote. Oui. Qui est dans les geôles algériennes. Christophe Glaise. Plus jeune, Christophe Glaise, qui n'a strictement rien fait. Et on ne bouge pas, quoi. On a 2 otages. Ce sont des otages. Le président lui-même avait dit c'est des détentions arbitraires. On n'a pas le sentiment qu'il y ait une action. Alors, je sais que la diplomatie, c'est silencieux, il faut... Ouais. Mais à force d'être silencieux depuis un an, vous vous rendez compte? C'est un échec total, Georges Fenech, c'est un échec total. Éric La diplomatie du gant de velours qu'on nous a vendu, M. Barrot ou le président de la République, vous voyez le résultat, ça ne bouge absolument pas. Puis si je reprends la logique éditoriale de M. Dupond-Moretti, il ne faudrait pas en parler, alors de Boualem Sansal, on serait presque responsable de rappeler où il est. Quel média parle aujourd'hui de Boualem Sansal? Le Carillon. Le Carillon.